Ah, vous êtes là? Bienvenue au Mexique. Ça va être mon QG là pendant un mois, un bon mois. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais au Mexique. Je participe à un camp de boxe anglaise. J'étais en Thaïlande là dernièrement et j'ai fait pas mal de boxe thaï. J'ai pas mal amélioré mes kicks. Je sens qu'il y a une grosse progression, mais je sens que l'anglaise ça pêche. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris au niveau de la biomécanique, de comment bien utiliser mon corps, mes hanches, mes épaules, tout ça. J'ai envie de l'améliorer. C'est pour ça que je suis venu au Mexique pour faire ce camp-là. Et j'ai envie de repartir après ce mois au Mexique, après ce camp, avec quelques trucs spécifiques à la boxe anglaise, comme les déplacements, le jeu de jambes, aussi les mouvements de tête, et surtout ce que j'ai envie d'apprendre, c'est comment mettre des belles frappes. Parce que là, mes frappes, je sens qu'il n'y a pas de puissance, c'est pas fait correctement, j'utilise pas mon corps correctement, j'utilise pas à 100%. C'est ça que j'ai envie d'apprendre. Comment mettre des frappes qui viennent du sol, du bas de mon corps et qui remontent jusqu'à mon poing. J'aurais pu rester en France, m'inscrire dans un club de boxe pour apprendre à boxer. Mais non, je suis venu au Mexique, c'est quand même plus sympa. Bon, déjà, il fait trop froid en France. Et puis, c'est l'occasion aussi de découvrir parce que c'est vrai que là, c'est la première fois que je suis sur le nouveau continent. Donc, ça va être aussi une belle découverte, un beau voyage culturel. Il y a de la bonne nourriture apparemment. Donc, on va pouvoir tester tout ça. On vient d'arriver, là on est à Guadalajara dans notre petit appartement et le gars qui s'occupe de nous, qu'on va bientôt rencontrer, il m'a envoyé l'adresse de la salle dans laquelle on va aller demain matin. Demain matin on a le premier entraînement, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne et juste en regardant les photos de la salle, c'est vraiment ghetto. Tu vois les sacs de frappe, la tête des sacs de frappe, du ring et tout. Tout est vieux, mais vraiment l'ambiance bien à l'ancienne. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Là, on n'a pas beaucoup dormi. On a eu 11 heures de vol jusqu'à Mexico. Ensuite, l'avion, 1 heure pour aller à Guadalajara. Et là, on est enfin là. Il est 16 heures. On va pas se coucher tard, je pense. Là, on va aller faire les courses et on va pas se coucher tard parce que du coup, demain, entraînement. La plupart, vous boxez, comme j'aime bien dire, en mode Jésus-Christ. Là. Vous êtes tous en mode Jésus-Christ. Le but, c'est que vous vous mettiez un peu en mode diagonale pour vous permettre, tu vois, de garder votre adversaire à distance. Et lorsque vous donnez le bras arrière, il faut que ça vienne de loin. Tu vois, entre ça. Ça aussi. Mais ça, là. Boum, boum. Là, boum, bam. Là, t'es en mode Jésus-Christ, là. Attends. Jésus-Christ, c'est ça. Ouais. Là, le but, il faut que tu te mettes comme ça, plus ou moins. Tu vois? Voilà. Tu veux dire plus Voilà, exact. Diagonale. Je dois tout revoir. Là, il faut que je mette de côté ce que j'ai appris en Muay Thai, limite l'oublier parce qu'on est sur un sport complètement différent, même si ça reste de la boxe. En fait, juste le fait qu'on n'utilise pas les jambes pour taper en anglaise, ça change beaucoup de choses. Déjà, la posture. Là, je dois apprendre à bien me positionner, donc les épaules, les jambes, les pieds. Et le gros problème que je rencontre directement, c'est que je ne sais pas quoi faire avec mes jambes. Je suis là, j'ai 2 bras, 2 jambes. Ok, je dois mettre des coups de poing avec mes bras, mais mes jambes, je sais pas quoi faire avec. Comme je l'ai dit, c'est parce qu'il n'y a pas de kick en boxe anglaise que je me retrouve à avoir du mal à les utiliser efficacement, soit pour me déplacer ou même pour taper. Comme je disais à Youssef, essaie de différencier un jab et un direct du bras avant. Ah ouais. Le jab, c'est pour t'amuser. Le direct du bras avant, c'est pour faire mal. Après, le direct du bras avant, c'est pas le haut, c'est le fessier arrière. Tu vois, et t'as pas besoin de forcer en fait. Quand tu commences à bien comprendre le truc, en fait, c'est vraiment en fait tout ton poids que tu déplaces qui permet de frapper. Et là, pareil, j'ai l'impression que ton poids il est sur les 2 jambes. Ouais. Mais ton poids, Tu mets sur l'arrière plus. sur l'arrière. Essaye de faire le direct du bras avant. Direct du bras avant, pousse. Non, il n'y a rien là. Là, tu le fais. Non, Ouais. direct du bras avant, c'est tout bon, tout ton corps. Voilà. Sans partir sur le côté. Ok. Faut pas te restreindre ici, il faut vraiment pousser le sac, entre parenthèses. Non, les boxeurs taille, ils sont beaucoup tendus, comme je dis, un peu bambou sec. Le but, quand t'es en boxe, c'est un peu plus de mobilité au niveau des genoux. Comme j'aime bien dire, comme un 4x4, qui permet de pouvoir frapper lourdement en descendant et en jouant sur le transfert de poids. Et pareil, avec les épaules aussi.
Les deux épaules, elles sont comme ça. Le but, c'est vraiment de jouer même au niveau des épaules. Voilà. C'est encore gentil. C'est frustrant. C'est frustrant. Il y a tellement d'améliorations à voir. Mais bon, en 2 mois, on a le temps. Ouais, non, le job, c'est... Le coup de poing, il y a trop à travailler. Là, attends, moi, Jésus-Christ, Paulo. Eh, les gars, c'est que le bas du corps, les gars. Donc, le talon arrière quand t'envoies ta droite, le bras arrière. Pas assez de talon, c'est le talon qui frappe. Eh, les gars, là, vous frappez avec le bas du corps, hein, c'est pas le haut du corps. Hein. Allez, allez. Oubliez le haut, oubliez le haut, oubliez le haut, oubliez le haut. Il n'y a pas de talon arrière quand tu envoies ta droite. Allez, Paulo. Là, ce que tu me fais, c'est un peu en mode petit cheval. Le but, c'est vraiment que tout se passe au niveau du bas du corps. Donc là, mets ton poids sur la jambe arrière et toi, tu pousses vraiment, tu vois. Et le but, c'est que ça se fasse vraiment en 2 temps, tu vois. Bram, bram, et pas, tu vois. Et je joue beaucoup aussi par la suite. Là, j'ai l'impression que tu développes pas assez ton talon, tu vois. Là, tac, tac, boum, le talon. Bam, bam, bam. Bam, bam. Toute la pression, elle est avec ton appui arrière. Entre... Et là. Boum. Boum. Il y a vraiment une différence. Tout ton poids qui va sur ton adversaire. Et t'as pas besoin de forcer. C'est bien souvent là, on a tendance à croire que tout est au haut du corps. La plupart des gens, quand ils voient un combat, ils voient le haut du corps. Non, en fait, c'est là. Voilà, boum, 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 boum. Pareil, le balai. Ça te permet vraiment de tout développer. Et là, le truc, c'est que j'ai l'impression que ton poids est 50-50. Ton poids, il est sur les 2 jambes. C'est plus sur la jambe arrière. Sur la jambe arrière. Et pas cette talon arrière. Plus de talon arrière. Allez, allez. Pareil, ton poids il est sur les 2 jambes. Mets ton poids sur la jambe arrière. Que des jabs directs. Jab direct. Pas de crochet. Pas mal de frustration. Après, là, ça fait un moment que j'ai pas fait de boxe. Et dans la séance, plus le temps passait, plus je me sentais un peu mieux dans les mouvements et tout. Je reprenais des bonnes habitudes. Je recommençais à comprendre comment ça marche, les sparring, tout ça. La séance a été très frustrante, mais ça donne envie pour la suite de continuer et d'apprendre, parce que je sais que là, avec ce rythme-là, franchement, on s'est entraîné combien ? Ça fait 3h30, je crois, sans pause. J'ai accumulé beaucoup d'infos. Là, il faut le temps que je digère un peu. Mais si on fait ça tous les jours pendant 10 jours, et plus moi après je continue, en fait, la progression, elle est inévitable. Donc, ouais. Bon, c'est notre 2e jour là au Mexique. Tout le monde nous disait ouais, le Mexique c'est pas safe et tout, c'est dangereux. Mais de ce qu'on a vu là, bon, c'est que le 2e jour. Mais quand on s'est baladé là dans les trucs un peu touristiques ou les endroits, les grandes places et tout, il n'y a rien. Enfin, là de ce qu'on a vu, il y a pas l'air d'avoir du danger à voir. Puis surtout, enfin, en vrai. Là, les Mexicains qu'on a vus, ils étaient sympas. Enfin, notre chauffeur Uber, faut en parler aussi. Hein. Là, on revient d'une grosse rando, mais pas juste une grosse rando. Quand les gens disent ouais, c'est une grosse rando, c'est un truc qui nous a fatigués. Non, là, c'était un truc. Laisse tomber. T'avais une montée comme ça. C'était plus une rando, c'était de l'escalade. Moi, je suis vraiment pas chaud pour continuer. Là ou là ? Non.
C'est archi dur. Ouais. J'ai pas non plus envie de regarder derrière moi. Putain. On est crevé, c'est pour ça là on est au restaurant, on va se prendre des petits tacos là. Ça va faire plaisir. Mais ouais, du coup on avait un chauffeur Uber. Un chauffeur chanteur. Il mettait de la musique, je crois que c'est de la variété mexicaine ou quoi, ça doit être un gros chanteur mexicain. Il est bien. Et le gars, enfin la musique est trop bien, hein. La musique est trop bien. Écoutez ça, attends, voilà. Meilleure musique mexicaine. Trop bien. Et le gars était là. On était derrière, il en avait rien à faire, il chantait, il était au max. Franchement, de voir un mec comme ça, d'être avec un mec comme ça te... Ça te régale. Ouais, genre, ta journée elle peut que être trop bien. Ouais, le mec il était trop de bonne humeur. Et là, on est dans un restaurant avec la Vierge juste derrière nous. Et je crois que ça arrive. Hop. Ton avis sur la nourriture mexicaine? On n'a pas tout goûté encore, mais ça ne saurait tarder. C'est assez gras quand même. Je comprends qu'il y ait une obésité dans la population, mais quand c'est bien fait, c'est vraiment très bon. Je dirais dans les 3 endroits où on est allé là, Thaïlande, Daghestan, Mexique. Mexique c'est top 2. Et Daghestan top 1 imbattable pour l'instant. Et aussi au niveau de la santé, le Daghestan. Tu sentais que il n'y avait pas forcément plein d'huile ou des trucs. Ouais, enfin voilà. J'aime bien dire que c'est à la fois un guerrier et un poète. C'est toujours un aspect de gladiateur. L'épaule est grave vers l'arrière, j'ai ma glaive qui est là. Là, tu viens de m'envoyer un truc, tac, je te parle. J'ai un bouclier, là, le glaive, il est là. Là, j'ai pas besoin de là. Donc, j'ai pas forcément besoin de voir ici. Boum, là aussi, pareil. Là, le glaive, il est là. Je prends une putain de hache qui est là, boum. Là, je te vois là, plus ou moins. J'ai ma glaive qui est ici, là. Tu vois, c'est vraiment l'attitude. Ok, là, il faut que je vous présente un peu plus Manu, mon coach ici au Mexique. J'ai arrêté la boxe, j'étais à une phase où j'avais 2 choix. Je sentais que j'avais peut-être une saturation au niveau amateur. Je pouvais devenir pro. En fait, je me suis dit, je veux vivre de la boxe. Il y avait aussi cette volonté aussi d'être indépendant. Donc, je me suis plus focalisé sur Internet. En fait, il faut vraiment dire que depuis que j'ai 18 ans, tout ce que je fais actuellement, partager des trucs sur Internet, en fait, je le fais depuis que j'ai 18 ans, quoi. Et j'avais un blog qui était certainement le seul blog de boxe anglaise. Et je te parle de trucs avant la sueur. À l'ancienne, j'étais vraiment l'un des seuls pèlerins qui partageaient des trucs sur Internet. Je m'amusais à aller dans des forums de boxe anglaise où à l'époque, en fait, il n'y avait pas trop de possibilités de pouvoir voir les combats sur Internet. Et donc, il y avait des forums, tu sais, des trucs underground où tu pouvais prendre les combats et tu pouvais les voir. Et moi, j'ai diffusé après sur Dailymotion. Là, je te parle d'un temps où il n'y avait même pas YouTube et Facebook. Je parle même c'était même avant de Facebook. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est certainement l'une des choses qui m'a beaucoup appris la boxe aussi. Le fait de prendre un combat de 45 minutes, de le réduire en 4 minutes, de prendre les meilleurs moments, de faire en sorte que ça soit bien lié avec la musique, de revenir à chaque fois. Et donc, ça te permet inconsciemment de voir le mouvement. Ça m'a beaucoup servi. Le côté poète, c'est pour tous les moments où il nous sort des métaphores et des exemples hyper imagés pour nous expliquer les choses. Mais moi, j'aime bien. Hein. Franchement, ça marche super bien. C'est ou être une sangsue, ou être un aigle. Imagine que tu as une pelle. Ouais. Que tu as une pelle, que tu vois les pelles, il faut que tu le mettes un peu à ras toi et en fait c'est le même principe. Tu as une pelle. En fait, en fait, il faut que tu sautes avec l'appui avant. Et puis après, il y a le côté guerrier. Parler du combat à main nue, donc j'ai fait mon petit parcours par rapport à cette volonté justement de vivre de la boxe anglaise à travers Internet. Et en fait, j'ai voulu refaire un combat pro. Mais néanmoins, quand je suis revenu dans mon club, on m'a dit ouais, mais fais un truc amateur avant pour faire pro. Et donc j'ai trouvé trop de trucs. En fait, je voulais faire un truc direct. Je voulais pas me casser la tête. Et à l'époque, justement, j'avais accompagné quelqu'un qui avait fait son premier combat à main nue. Et en fait, en le soutenant, tu vois, ça met une graine. Ça m'a motivé. Je dis ah ouais. En fait, j'ai envie de recombattre. Le gars que j'ai eu, c'était un gitan avec une quarantaine de combats amateurs, une quarantaine de combats de MMA. Moi, ça fait 8 ans que j'ai pas combattu. En vrai, je rentre en mode, mec, t'es mort. Ok. T'es mort, on est là. C'est la fin. Là, quand tu rentres dans le ring, il y a vraiment un aspect hyper morbide. Et je dirais que le plus, c'est quand tu te prends le premier coup. Premier coup, ça a l'odeur d'une brique que tu prends dans la gueule. Là, tu sens, putain, c'est brutal. T'entends les gens, les Anglais, ouah, dès le premier coup, je me prends, je suis semi-KO, en fait.
En fait, tout le combat, en fait, je suis en mode automatique. Je le gagne par abondant au premier round. En fait, je me fais bien goumer. En fait, la première stratégie que j'ai fait durant le combat, si tu vois le combat, c'est que je fonce sur le gars et de base, je suis pas un gars qui est offensif, tu vois. Et donc, je me fais contrer et par la suite, en fait, je termine le combat. Je termine pas le combat, mais quand je me fais cloquer, en fait, je recule pour atténuer un peu sa rage. Et puis après, je termine le combat avec des contres. À chaque fois, tu te fais piquer et stop le combat après. Bon, là, on est dans une salle de boxe à Guadalajara. C'est tenu, je crois, par un gars. De ce que j'ai entendu, il n'est pas français, mais il parle français. Je sais pas, il vient d'où. Et là, j'attends un peu de comprendre ce qui va se passer. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais je crois qu'il y aura des sparring. De ce que j'ai compris, peut-être avec des gars d'ici, mais je suis vraiment pas sûr. Bon, ça devient plus clair quand il commence à nous mettre de la vaseline sur le visage. D'ailleurs, ce qui est surprenant, parce que moi, je pensais que c'était réservé au vrai combat. Quand j'avais fait mon combat en Thaïlande, c'était le seul moment où on m'a mis de la vaseline sur le visage pour faire de la boxe, pour limiter les dommages. Donc là, ça rassure pas forcément sur ce qui va se passer. Et finalement, on va sparer chacun notre tour contre les coachs et les pros de la salle. T'es prêt à aller au feu un peu ou pas? Ouais, mais là, je pense que le coach est très tranquille. Non, là, il est très chill. Je crois que c'est le coach, il est très chill. Franchement, les pros en face étaient très très bons et ils nous laissaient travailler tout en nous punissant quand même de temps en temps quand ils voyaient qu'on faisait trop d'erreurs. Mais vers la fin, surtout le dernier gars là contre qui je suis tombé, j'ai senti qu'il pouvait m'enclencher à n'importe quel moment. Voilà ce qu'il fait là, exactement. Voilà, exact. Allez, pas de chat, pas de chat. Fais pas tout ça, fais attention aussi. Direct de. Moi, une patte de chat pour direct. Voilà, exactement ça. Essaie de mettre, essaie de toucher. Non, direct du bras, pas de chat. Allez. Bien, bien. Bien, libère un peu ta force. Attends-moi de. Depuis tard, il n'y a aucun touche. La boxe, c'est pas des caresses, un minimum de frappe. Après ça, on va retourner dans la grotte pour continuer à s'entraîner et surtout corriger ce qui allait pas pendant nos sparring. Tu vois bien les dirigeants, ils sont mieux comment. Ne jette pas avec ton bras arrière, garde les bras avant. Si ça marche, continue avec les bras avant. Et après, tu mets les bras arrière. Bien. Top, buvez. Les entraînements suivent et je commence vraiment à décoder le système de boxe de Manu. Ce truc qui lui donne cet aspect hyper agile et félin là. Comme il nous le répète à longueur de journée, la base de tout, c'est les talons et les genoux. Déjà avec les genoux, il va créer une sorte de rebond et à partir de ça, il peut tout faire. Envoyer des gros coups puissants, mettre un bouclier, faire des esquives, parades, envoyer un direct du bras avant. Là, là, voilà, exact. Réception de 100 kg. 100 kg, les gars, il faut, quand je vous...
Bien, voilà, exact. Mais mets-toi plus sur la jambe arrière de base. En fait, j'ai l'impression que tu fais avec les deux pieds. Mais en fait, il faut juste boiter en fait. Faut que tu boites. Voilà, exactement, c'est ça va, c'est mieux. C'est mieux, mais plus ça. Et en plus des genoux, il va ajouter un jeu de talons qui va faire pivoter tout son corps. Et à ce stade-là, j'ai vraiment l'impression que la boxe anglaise, c'est uniquement un enchaînement de rotations à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Et à chaque rotation, en fait, tu choisis ce que t'amènes. Soit un coup, soit un blocage, soit une esquive. Ça paraît hyper simple et fluide quand c'est lui qui le fait, mais il y a un gros travail derrière ça, je m'en rends bien compte. Et c'est ça que je suis venu rechercher au Mexique, hein. C'est cette compréhension du corps. Et je commence à mieux le comprendre, mais il faut réussir à l'intégrer maintenant avec l'entraînement. Bon, 4e jour d'entraînement. Là, je vais à la salle. J'y vais un peu à reculons. Les entraînements sont durs. Après, pas durs physiquement. C'est pas, ça me met pas en PLS au niveau du cardio ou quoi, mais c'est plus, c'est pas intense, mais c'est plus. La fatigue est plus mentale parce que bon déjà Manu en vrai il est dur avec nous mais ça c'est bien parce qu'il nous fait répéter beaucoup les choses. C'est un peu mieux, ouais. Il y a un plus là. Donc voilà, mentalement c'est fatigant, en plus avec la frustration, se prendre des coups dans la tête, ça fait pas plaisir. C'est en même temps il y a un effort de maîtrise de soi pendant les entraînements pour pas s'énerver contre soi-même qui prend beaucoup d'énergie mentale. Et c'est plus ça qui fatigue. Et beaucoup de répétitions. On a 6 heures d'entraînement par jour où on refait la même chose. Des petits détails, savoir tourner le talon quand on met des frappes, quand on penche son corps pour mettre des frappes. On fait ça avec un balai. Ensuite, on fait ça en situation de sparring et on continue comme ça. C'est des cycles de quoi ? De 15 minutes pendant 6 heures, voilà. Allez, 4e jour. On y va, bon courage, on lâche pas. Allez, Paolo. Allez, les genoux, il n'y a pas de genoux là. Il n'y a pas de genoux. Pas bon. Arrête d'être comme ça, reste là, là. Genou. Il n'y a pas de talon là, allez. Bravo. Là. Bien, je tombe sur l'appui, allez. Reste là, ici là. Reste là. Boum. Talon, allez. J'ai pas dit stop. Impossible de faire les talons. Tu penses à 5 milliards de trucs. Sauf les talons, c'est le truc le plus difficile. Tu prends un truc, bouclier, t'absorbes et t'es prêt à renvoyer. Mais pour être prêt à bien renvoyer, il faut que les talons, ils soient bougés quand tu fais le bouclier. Et ça, c'est trop dur à mettre en place. Tout ça, il te bat. Mais vraiment, tu vois là. La boxe anglaise, c'est dur. C'est dur et en fait, c'est quand t'es dans le mal, quand t'es dans le dur, tu te dis, en fait, ça te force
à réfléchir à pourquoi tu fais ça en fait. Pourquoi je suis venu pour faire de la boxe et me prendre des droites, faire des trucs pas agréables. En fait, l'entraînement, c'est juste des trucs pas agréables. Et du coup, je me pose cette question. Je me suis posé cette question. Et là, tu peux pas te mentir à toi-même. C'est vraiment... Si t'as pas de bonnes raisons pour être ici, juste tu pars en fait. Et du coup, ça m'a forcé à réfléchir à ce truc-là, parce que moi, je veux pas être champion. Je veux pas être champion de boxe. J'ai aucune ambition compétitive dans la boxe. Je fais juste ça comme loisir pour le plaisir entre guillemets. Mais là, dans l'entraînement, je prends pas de plaisir. C'est que de la souffrance. Donc ouais, cette question se pose. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Pourquoi je m'inflige ça? Alors, là, je vais commencer à rentrer dans un moment particulier du camp où je vais avoir un mindset de merde et je vais être agacé tout le temps. 5e jour. 5e jour. Sparring Avec des Mexicains random. Vraiment random. Il y a moins qu'il se passe des trucs là, non? Ouais. Prêt à combien sur 10? Hein? Prêt à combien sur 10? Je vais me forcer, donc ça va monter progressivement. Mais là, si je te dis, je suis à 2, quoi. Il faut que ça monte. Il faut monter en puissance là. Hein? Il faut monter en puissance là. Ouais. De ouf, putain. Il est 17h, 18h. On va faire des sparring avec des Mexicains qui s'entraînent dans notre salle. Et Manu a eu la bonne idée de dire aux gars qui entraînent des Mexicains, ouais, on va faire un sparring avec Mega contre Tega. C'est ce qui se passe là. Je sais pas, ils ont quoi comme niveau, mais bon, forcément plus que moi. Bah, l'échauffement. J'avais pas du tout envie de m'entraîner et encore moins envie de faire des sparring. Et encore moins contre des mecs que je savais plus fort que moi. Mais je voulais pas non plus me défiler, du coup j'étais dans une énergie trop bizarre. En plus là, comparé à la première fois, les gars se ménagent pas. C'est Lenny qui passe en premier et on dirait qu'il avait insulté le Mexicain en face. Je pensais que c'était juste un sparring, mais non, c'était une mise à mort le truc. Ouais, il tape fort, non? Ouais, il tape fort. Il est là pour rabattre, non? Vas-y, Lenny. C'est bien, Lenny. Petit jab. Voilà, bien. Voilà, tranquille. Va à l'essentiel. Voilà. Ah bon, allez, tac. Petit jab et direct. Sors d'ici. Vas-y, Lenny. Voilà, vas-y. Bam. Frappe au corps, frappe bien. Frappe au corps aussi. De l'eau. Respire comme jamais. Respire comme jamais. Passe-moi ça. Ah. Respire comme jamais, comme toute ta vie. C'est bien, Lenny. C'est le seul moment où tu peux bien respirer. Touche aussi son corps. Allez, voilà. Touche son corps aussi. C'est la peine. Touche son corps. Aussi, monte du terrain. Allez. Sors d'ici. Allez, avant. Empêche de tenir. Voilà, exactement. Voilà. Utilise tes genoux pour éviter de... Allez. Approche-le. Voilà, bien. Allez, bravo, voilà. Bravo encore. Voilà, bravo. Empêche de tenir, bravo. Voilà, exactement. Fais-toi respecter. Accroche-le, voilà, accroche-le, accroche un bras, accroche-le, voilà, exact. Allez, c'est bon. Il te reste 30 secondes. Allez, c'est la dernière, mec. Non, bravo. Vas-y, lève-toi. Fais ton sang. Débrief. Avec l'adversaire.
Trop dur. Je suis mort. J'en peux plus. Je sens plus mon foie. Plus jamais. Après, c'est Youssef qui est passé et franchement, bien joué à eux. C'était pas facile du tout. Gros respect. Et puis, maintenant, c'est à mon tour. C'est de bouger un peu la tête et droite comme un mur. Voilà la cuillère, exactement ça. Exactement, voilà. Bien. Lève tes mains. Fais-toi respecter. Tu es obligé de faire mal au gars. Là, tu fais pas mal là. Un plus. Là. Lève tes mains. Bravo, le plus. Ouais. Ouais, fais-lui mal. 15 secondes. Ouais. Voilà. On est sorti parce qu'il y avait trop de musique. Les tra-rounds de 5 minutes, de 3 minutes. Putain, c'est physique. Mais franchement, en fait, putain, psychologiquement, j'étais trop affecté. Ça a trop joué sur moi. L'ambiance de la salle, t'es dans une salle ghetto. Il y a que des Mexicains, ça parle que espagnol. Tu comprends pas. Le coach, c'est un mec qui déjà, il revient, il ramène sa ceinture. Il a des tatouages partout sur lui. T'as des Mexicains qui se battent. Il y a un mec, j'ai vu, il crâne rasé, grosse cicatrice là. Ça joue psychologiquement et surtout que Lenny s'est fait allumer au premier combat. Il voulait le mettre KO, heureusement qu'il faisait pas son poids. Et moi, dans ma tête, je pensais que tous les combats, ça allait être comme ça. Après, Youssef, il est passé. Franchement, il a géré. Et après, c'était moi, honnêtement. Je m'attendais à un mec beaucoup plus chaud en face, les 2 premiers rounds. Il était plus fort que moi, il a sûrement plus d'années de boxe que moi. Mais genre, des fois, je faisais des feintes de merde. Et il réagissait, il m'a pas surpris de ouf. À la fin du premier round, j'étais essoufflé. Stéphane, il sort son téléphone. Il y a quoi? Il y a une gravure de Achille et Hector. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en voyant ça? Mais putain, c'est que psychologique. Juste avant, vraiment, je me chiais dessus. Surtout quand j'ai vu le fight de Lenny. J'avais la bouche sèche de ouf. On était tous comme ça. Ça toi aussi Stéphane, c'est sûr. Il faut réussir à vraiment faire abstraction de tout ça et juste être dans le combat parce que le mec, c'était pas Canelo en face de moi. Je crois que j'en ai mis juste 2 bonnes des droites et en fait j'ai capté le truc. C'était dans ma tête, je voyais vraiment son visage sur mon poing. Mais en fait ça il faut que et j'ai vu que ça a connecté. Et en fait il faut que je le fasse tout le temps. C'est basique mais putain ouais. Mais voilà, bon moi c'est fini. Ah je vais bien dormir ce soir. Tengo una mami en LA and she hold down the trap while I slide across the border. Ella una gatita linda, pero como K9 esa tipo es muy fiel. Ese culito lindo está a otro nivel. Sacude los babies so I know it's real. But we keep it in order. You know I got ops in and out the cell. No hablamos con cops, we would never tell. If you go against the gang then you riding in hell. Billones de la calle me quito. De la calle me quito, 1 billones de la calle me quito, lo puedes imaginar y lo necesito. 1 billones de la calle me quito, de la calle me quito, 1 billones de la calle me quito. Il est 10h du matin. Là, on se retrouve devant un endroit assez particulier. On est devant la toute première salle de Canelo. On est rentré tout à l'heure. Il y avait forcément, il y a des photos de Canelo partout. Il y a des peintures de lui. Il y a des articles de journaux. Et aussi, dans un cadre, il y avait sa paire de gants de boxe et son short qu'il a utilisé pendant son combat contre Floyd Mayweather. Assez stylé, on a la chance là du coup d'aller dans sa salle. Il y a déjà des gars qui sont en train de faire des sparring, techniquement c'était très propre. Et ça va être aussi à mon tour de monter sur le ring. Cette fois-ci, je vais essayer de pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai faites dans les premières sparring. Surtout d'y aller en mode
relax, pas de stress, vraiment j'y vais tranquille. Essayer de retranscrire ce que j'ai appris dans les entraînements. Là, dans le sparring, je sais déjà à peu près ce que je dois faire. Puis voilà, donner le meilleur de moi, le meilleur possible. Surtout faire mieux que les 2 derniers sparring. Ça va être le but là aujourd'hui. Et voilà, on retourne au charbon, là. Nouveau sparring dans une salle au Mexique, la salle de Canelo. C'est parti, on y va. La sensation que j'ai à ce moment-là, c'est d'être rentré dans un abattoir. Il y a énormément de monde. Et en fait, apparemment, c'est le jour un peu des sparring, donc tout le monde vient pour faire des sparring. Et de ce que nous a dit Manu, il n'est pas sûr de comment ça va se passer. Peut-être que, je sais pas si on va passer, si on va tous passer. Parce que, bien évidemment, c'est pas le même niveau. Je pense que c'est plus intéressant de sparer entre eux, comme ils sont tous quasiment professionnels. Je sais pas si je vais sparer. Merde, c'est dommage. Non, en vrai, je ne sais pas trop, parce que là, il y a vraiment du monde. Hein. Il y a vraiment du monde. L'attente était interminable. On y a passé toute la matinée dans cette salle, c'était horrible. En plus, je me faisais que des faux espoirs parce que d'un côté, on nous disait que on n'allait pas pouvoir faire de sparring parce qu'il y avait trop de monde, et d'un autre, on nous disait ouais, faut se préparer parce que vous allez bientôt sparer. Jusqu'à ce que Manu passe en premier pour les sparring, et ça a annoncé que on allait être les suivants. Le verdict a été dit. Je vais boxer je vais faire un sparring là contre un mec qui a 18 ans. Il est professionnel. Il a 5 combats, 5 victoires, je crois. Et il boxe depuis qu'il a 13 ans. Et il a des bras, mon gars, il a une allonge de bâtard. Ouais, non, c'est lui, là. C'est lui, là. Je ressentais quelque chose de bizarre cette fois-ci. Parce que je savais que je devais pas y aller. Mais ça m'aurait tué de reculer. On est à moi plus 3-4 du Mexique et j'arrive toujours pas à regarder ce combat. J'arrive encore moins à le dérusher et à le monter pour le mettre dans la vidéo. Franchement, je suis ok pour vous montrer les moments où je doute, les moments de difficulté et tout, mais celui-là, juste, j'arrive pas, c'est impossible de me poser et de regarder le combat. Je ressens trop de gêne, il y a quelque chose d'hyper désagréable qui m'empêche de le faire. Et je sais pourquoi en fait, c'est parce que j'ai pas du tout envie de voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça prouve qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur moi-même par rapport à l'image que je renvoie, parce que là c'est une image que je n'aime pas du tout et que j'ai pas envie de montrer. J'espère que vous me comprenez, et qui sait, je pense que je ressortirai sûrement ces images un jour quand j'aurai plus de niveau et que je serai prêt à le montrer aux gens, et que ça me rassurera de me dire non, ça c'est pas mon niveau actuel, je suis plus fort que ça, donc je peux le montrer aux gens parce que je suis complètement détaché avec ce truc-là. Attendez quelques années peut-être et vous le verrez. Bon, débrief de cette matinée riche en émotions, très riche en émotions. Quand je suis sorti du ring à la fin du premier round, j'ai senti énormément de honte. En fait, sur le coup, pendant le combat, entre guillemets, si on peut appeler ça un combat, en fait, j'étais plus un lapin qui se faisait chasser par un chasseur. Les coups, ça faisait pas mal, mais là où ça faisait le plus mal, c'est quand je suis sorti du round. Au niveau de l'ego je me suis fait tartiner, mais je pense que la honte venait plus du fait que j'arrive là au Mexique dans sa salle, je vais dans sa salle, il veut faire un sparring contre moi, c'est lui, hein, il m'a dit il voulait faire un sparring contre moi, et en fait je lui donne que ça. Ma prestation, c'est ça. Donc une prestation nulle, en fait, j'ai rien donné. Et ce sentiment-là, ça m'a fait me sentir assez mal. Et pourtant, encore une fois, c'est débile parce que le mec est professionnel. La salle où on est allé, c'est une fabrique de futurs Canelo, en fait. Tous les mecs qui étaient là, tu voyais, t'avais des petits, ils avaient quoi? Ils avaient 8 ans, mais tu les vois taper au sac, c'est des monstres. En fait, ils sont pas là pour faire de la boxe loisir. Sûrement, dès qu'ils se réveillent le matin, c'est je vais être professionnel, je vais être le futur Canelo. Bref, je me suis fait tartiner. Ça reste quand même une expérience intéressante et j'en tire
du positif parce que moi en fait mon seul challenge là c'était pas forcément la boxe, la technique, c'était juste le courage. En fait je prends la boxe de plus en plus, c'est comme ça que je vois, je prends la boxe comme un excellent exercice de développement personnel pour améliorer sa concentration et son courage. J'étais dans un environnement qui était très particulier où je ressentais énormément le stress et la pression. En fait la matinée était horrible parce qu'au final je savais que le sparring en lui-même ne servait à rien. Le mec est professionnel, j'allais rien apprendre, sauf si on allait juste travailler. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'au Mexique, c'est pas comme ça. Les mecs, ils font pas juste travailler. Et c'est ça, moi, je le prends comme une expérience qui m'a fait grandir. C'est dans les moments où il y a de la pression et qu'on doit faire face, il y a une force qui s'exerce contre nous et on doit pousser pour pas qu'elle nous écrase. C'est dans ces moments-là qu'on évolue et qu'on grandit. Sur le moment, c'est pas agréable. C'était pas agréable, les gars, mais vraiment pas agréable. Mais ça m'a fait grandir et je suis très content. Parce que l'objectif initial est validé, c'était de pas me défiler. Et je me suis pas défilé. Retour à chaud de l'entraînement là, j'ai détesté ce que je faisais, j'ai détesté cet entraînement et le mot, et je pèse mes mots. Les talons, tu les mets pas forcément, mais sans que tu mets une sur le talon. Les gars, 90% de votre poids est sur la jambe arrière. Là, on extrapole, c'est juste pour vraiment garder le truc. Ouais. C'est tombé. C'est bon, hein. Prenez du balai. C'était que de la souffrance. Là, c'était 2h30 juste de souffrance, de je tanque la souffrance. Il n'y avait même plus de boxe dans ma tête, c'était juste quelque chose qui me casse les couilles, que j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie d'être là. Et pourtant, je suis là et je dois le faire, mais pourtant, personne m'oblige parce que j'ai décidé d'y aller. Ça n'a rien à voir avec le cours en lui-même, ça n'a rien à voir avec Manu, avec les gars, rien du tout. C'est juste moi, je n'aime pas ce que je fais. En fait, c'est ça. Pourquoi je déteste à un moment? Parce que je n'y retire rien du tout. Le seul truc que je pourrais retirer et ce que je suis venu chercher, c'est l'apprentissage, c'est la progression. Et en fait, vu que l'histoire que je me raconte dans ma tête, que je me suis raconté, c'est que de la souffrance, je déteste ce que je fais, j'ai pas envie d'être là, et ben ça m'empêche de progresser et d'apprendre. Parce que je suis pas dans une démarche d'apprentissage. Je suis juste dans une démarche de il faut que le temps passe. C'est hyper agaçant. J'étais pas du tout dans un bon monde à cet entraînement. Il reste cet après-midi et demain. Je vous cache pas, j'ai pas envie de faire les entraînements très clairement. Je pourrais mentir, je pourrais faire genre que la vidéo c'est tout beau tout rose, l'expérience c'est tout beau tout rose. Mais en fait, là je vous dis juste comment je ressens l'expérience et j'ai envie d'arrêter. Il y a plein d'autres moments dans ma vie où je souffre, c'est pas agréable. Mais je peux l'accepter parce que derrière, il y a un truc qui m'intéresse. Je vais gagner un truc qui m'intéresse tous les matins là, depuis 6 mois. Quand je suis devant mon ordinateur à lire des textes en chinois, ça me casse la tête. Mais je fais ça parce que l'idée d'être bilingue en chinois et de pouvoir lire le Tao Te Ching en chinois, ça me plaît, j'ai envie. Mais là, la souffrance que je ressens, elle est inutile. J'ai pas de vision après. Et quand la souffrance est inutile, c'est encore plus compliqué de la gérer. Forcément, je vais continuer parce que je suis venu là. J'ai pas envie
je vais dire les termes, j'ai pas envie de faire la salope. Même si j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'arrêter, je vais continuer, je vais faire les derniers entraînements. Ça va être très très dur, mentalement ça va être très dur. Pure souffrance. Donc ouais, le challenge ça va être d'essayer de changer un peu l'histoire que je suis en train de me raconter dans ma tête, que justement à dire là que c'est de la souffrance, bah forcément ça affecte mon esprit. Donc le challenge avec ça c'est même plus là, c'est même plus de la boxe, c'est juste l'objectif c'est changer mon narratif interne. Putain, il reste plus qu'un jour et demi, Paolo. T'as fait le plus gros du gros. T'as fait 3 sparring avec des pros, t'as fait 95% du camp. Allez, c'est bon, vas-y. Termine ça. Et termine. Quand je vais dans un nouveau pays, j'aime bien m'intéresser à l'histoire. C'est ce que j'avais fait au Daghestan. Je connaissais pas trop l'histoire de la Russie, même du Daghestan. Et là, j'ai fait la même chose pour le Mexique. C'est passionnant. Avant la colonisation de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud par les Espagnols, là, sur le territoire, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mexique, les boss des boss, c'était les Aztèques. Et ils avaient une ville, leur capitale, qui s'appelait Tenochtitlan. Une ville énorme avec plein d'habitants. Dans cette ville-là, au Mexique, il y avait plus de personnes et c'était plus grand que Paris et Londres à l'époque. Et les Espagnols, quand ils sont arrivés vers 1500 pour coloniser l'Amérique, donc ils tombent sur cette ville gigantesque. D'ailleurs, j'ai vu des photos et de ce que j'ai vu, il y avait aussi des bouts de la ville qui étaient sur l'eau, en fait, un peu comme Venise. Bref, ils arrivent, ils voient que c'est énorme, qu'il y a plein de gens. Du coup, ils décident de s'allier avec des peuples autour qui étaient opprimés par les Aztèques pour prendre la ville et pour commencer la colonisation du Mexique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ici, d'ailleurs ce qui est fou, là, dans le territoire dans lequel je suis, aujourd'hui, on parle espagnol. Mais il y a 500 ans, c'était pas la langue, c'était pas normal que là, quand je me balade, tout le monde parle espagnol. C'est juste parce que il y a des mecs qui sont arrivés, il y a quelques mecs qui sont arrivés avec leur bateau et qui ont pris ce territoire. Et là, t'as la moitié du continent américain qui parle espagnol. Et pareil, normalement, ici, il n'y a pas des gens le dimanche matin qui allaient à l'église pour faire la messe. Tu priais pas un mec sur une croix. Ton Dieu, c'était une chose, un truc avec une tête de guépard, des ailes d'aigle et une queue de serpent. Ça n'a rien à voir, aucun rapport. Bref, c'est la fin du point histoire. Bon Stéphane, il se passe quoi là? C'est les vacances ou pas? On est au Mexique. Il fait chaud, est-ce que c'est vraiment les vacances? Tu travailles en ce moment, c'est ça? Ouais, il y a ça qui est le message. Là c'est un projet, là c'est un projet, là c'est un projet, là c'est un projet, ça c'est un projet, ça c'est un projet, ça c'est un projet. J'en profite que Stephen soit en train de bosser comme un fou pour s'occuper de nos jeunes monteurs vidéo, pour vous parler de Monteur Pro. C'est notre accompagnement pour aider les gens à devenir freelance en montage vidéo. En 6 mois, vous êtes formé de A à Z, de je comprends rien au montage vidéo, je sais pas ce que c'est, à je suis un monteur vidéo autonome et c'est mon métier et j'en vis. Et l'énorme avantage qu'on a pour nos élèves, c'est que comme on est aussi une agence, eh ben on a énormément de missions à leur donner. Chez Monteur Pro, à la fin, il y a du travail pour les élèves. Hier, j'ai eu un mec au téléphone qui m'a dit « Oui, j'ai un doute, je suis pas sûr que vous avez des clients, etc. » Il a juste vu mon visage, il a compris. Parce que toi, en fait, ton taf, c'est de gérer, de mettre en relation toutes les missions que tu as des clients de l'agence. C'est ça. Avec des monteurs. Les clients, de faire les projets des clients, de payer les monteurs, de former les monteurs sur le terrain, de faire ça à l'infini. À l'infini. Il n'y a pas trop de limites en vrai. Dans le contrat qu'on a dans Monteur Pro, il y a une mission qui est fournie et payée avec l'agence. Ouais. Déjà de base. De base. Mais au-delà de ça, tu vois, tu te dis, la promesse c'est 1 à 6 mois, tu deviens monteur. Moi je sais qu'il y a des monteurs, ceux qui vraiment se donnent au montage et la formation, au bout de 2 mois, je les mets sur le terrain, je leur fais un baptême du feu agence, et après en fait ils commencent à gagner de l'argent, ils disent ok mais en fait je peux gagner de l'argent avec ce truc là, ça peut se faire au bout de 2 mois, même 1 mois c'était vraiment déter. Sachant que ça passe par mois, il y a les vérifications, c'est pas comme si les gens ils étaient jetés dans l'inconnu, ils ont rien à faire à part monter. Moi je gère tout, la facturation etc. Et par contre je précise aussi, c'est pas magique, il faut bosser, il y a rien de toute façon dans la vie t'as rien de valeur sans bosser un minimum, donc c'est pas un travail où t'as les doigts de pied en éventail, tu bronzes au soleil et tu gagnes de l'argent, il faut quand même bosser. Mais ça peut être une bonne opportunité pour les gens qui veulent gérer leurs horaires comme ils veulent. Ça c'est important pour moi, c'est super important. Comme ça t'organises tes journées par rapport à ton travail. Et autre chose aussi, c'est que tu peux bouger un peu partout dans le monde. T'es libre géographiquement, donc pas forcément dans le monde entier, mais même aussi déjà juste en France, c'est déjà pas mal. Tu peux être où tu veux en travaillant. Bon, vous avez compris, il y a énormément de taf. Je vous laisse le lien en description pour Monteur Pro si vous êtes intéressé. Allez jeter un coup d'œil. Retour à l'entraînement, là aujourd'hui. Le camp de 10 jours est terminé, les gars sont repartis en France. Moi j'ai eu le temps de me reposer et là ce matin, je vais aller voir Manu. Je vais m'entraîner, il va m'entraîner, on va juste être à 2. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Mais là je me sens bien. J'ai envie de m'entraîner, je pense que la pause a joué pour beaucoup.
J'ai pu me reposer là 5-6 jours. Je suis frais, j'ai envie d'apprendre. Je suis dans de bonnes conditions mentales. Je pense que la pause était vraiment nécessaire parce que j'avais trop la tête dans le guidon. Je n'arrivais pas à être concentré dans les entraînements. Je pense que c'était un petit peu trop au niveau de la charge d'entraînement. Là, on va profiter. Ça va être que du plaisir. Je termine mon séjour juste avec Manu. Là, c'est que nous deux. Et on revoit les trucs qu'on a appris et que je dois garder pour la suite quand je vais partir du Mexique. On revoit aussi des petits détails, les choses que je dois améliorer. Trop sur la jambe arrière, jambe avant. Et c'est ça qui te met défaut. Quand on a fait l'expérience ensemble, ce que j'avais remarqué, c'est que quand tu envoyais tes jabs, c'est bien, tac. Dès que tu envoyais tes droites, tu allais vers l'avant. Et après, là, regarde la différence. Je suis autour, tac, tac, bam. Et je vois qu'il y a quand même une évolution globalement un peu partout. Déjà sur l'exo avec le balai qui est vraiment la base pour comprendre le jeu de talon en boxe anglaise, bah là je me sens beaucoup mieux et même visuellement ça n'a plus rien à voir avec le début. Et chose importante, super important, je commence à pouvoir transférer ça dans des situations réelles. Les sparring ça commence à ressembler un peu plus à de la boxe anglaise quoi. Il y a du talon, il y a de la rotation, c'est ça qu'on veut, c'était ça moi que j'étais venu récupérer au Mexique à la base. Joue avec les épaules. Ce que je retiens de la boxe anglaise, c'est que c'est un sport très élitiste. En fait, le fait que tu dois tout le temps être en mouvement, je trouve que ça rend la chose plus difficile que le Muay Thai. Et on a beaucoup moins le droit à l'erreur. Petite mention spéciale pour les coups constants à la tête, ça c'est infernal. Franchement, force aux boxeurs parce que c'est pas du tout un sport facile l'anglaise. En tout cas, merci à Manu parce que grâce à lui, j'ai pu goûter un peu plus à ces disciplines et j'espère faire bon usage de ce qu'il m'a enseigné. Et il y a une question qui restait en suspens. Si j'ai pas d'ambition dans la boxe, pourquoi je m'inflige ça? Parce que le Mexique, c'était dur. Aucun plaisir, que de la souffrance tout au long du camp. Et j'ai rencontré une partie de moi que je vois pas souvent. C'est la partie qui perd vite son sang-froid et qui s'agace tout le temps. Pour quelques jabs dans le nez et des remarques sur ma technique, j'étais gavé, je voyais rouge. Je me suis aussi retrouvé dans des situations ultra stressantes où je perdais tous mes moyens. À l'intérieur, c'était la panique. Et la réponse, je l'ai trouvée là. En fait, maintenant, je vois dans la boxe un exercice pour trouver la paix, pour maîtriser ce qui se passe à l'intérieur. Je sais que la boxe fera de moi un meilleur homme, plus courageux, plus résilient et plus calme dans toutes les situations de vie. Je dois continuer dans cette direction, celle du moine assis en tailleur au milieu d'une guerre.